Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parole d'honneur pour cette nouvelle émission, cette seconde émission spéciale sur les États-Unis et sur les élections états-uniennes qui ont eu lieu cette semaine, voilà, dont on a suivi les bilans. La semaine dernière, donc on s'était exprimé la veille des élections, il me semble, et on avait analysé un petit peu ce qu'on attendait, les différences entre les partis, les différentes lignes politiques, comment expliquer que le Parti démocrate était si centriste, si à droite cette année. Donc on était revenu sur pas mal de choses. Et là, on va prolonger la discussion et on va aborder comment avoir Donald Trump au pouvoir. Concrètement, comment est-ce qu'on explique cet échec-là du Parti démocrate dans cette présidentielle spécifique et tout ce qu'on a appris cette dernière semaine. Donc avec moi ce soir, on a à nouveau Harrison Stetler. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau avec nous. Je rappelle que tu es journaliste indépendant, tu es correspondant pour le Jacobin Magazine et aussi The Nation. C'est ça. Merci beaucoup. On a Ibrahim Bechrouri que vous avez vu dans quelques formats sur Parole d'honneur sur la chaîne YouTube. Salem, ça va ? Ça va très bien. Super, en tout cas nous on est contents parce qu'on t'entend bien sur le plateau, on te voit bien à l'écran, donc ça c'est vraiment super. Tu peux enlever le son s'il te plaît ? Ouais. Le plan technique, ça marche très bien en plus. Oui. Et on a Youssef Boussouma qui est aussi avec nous, qui se joint à ce plateau pour renforcer l'équipe Parole d'honneur de ce plateau. Et Thierry Labika, il va peut-être arriver après, on verra si Thierry Labika sera avec nous, on l'avait annoncé. Il s'excuse, il a eu un train de retard. Oui. Voilà, il s'excuse. On l'excuse, voilà. Et on l'excuse plutôt. Il présente ses excuses, on l'excuse. Donc Thierry Labika, est maître de conférence. Il est auteur de pas mal d'ouvrages sur notamment Jeremy Corbyn au Royaume-Uni. Et il est contributeur de la revue Contretemps. J'avais évoqué la semaine dernière un article qu'il avait écrit sur le sionisme comme concept bipartisan. On va commencer la discussion, rapidement, je parle un peu vite parce qu'on a pris un peu de retard, mais pour qu'on commence assez rapidement. Bon, j'ai posé la question journalistique que j'aime pas trop, mais est-ce que vous êtes surpris des résultats ? Puisqu'on annonçait justement une bataille un peu serrée. Et bon, de toute évidence, Donald Trump l'a emporté. C'est la première fois qu'il remporte le vote populaire avec 50,4% de l'ensemble des suffrages, contre 48% pour Kamala Harris. Il a gagné les 7 États clés, donc les fameux swing states, les États pivots. Et il pourrait bien se retrouver avec un parti qui contrôle le Sénat et la Chambre des représentants. Donc, est-ce que vous vous attendiez à cette victoire écrasante ? Est-ce que vous trouvez que c'est une victoire écrasante ? Moi, pour ma part, non. Je ne suis pas surpris. Je pense qui regardait les tendances dans les sondages, dans les semaines et les jours à venir, on voyait que ça annonçait plutôt un bon résultat du côté républicain. Évidemment, on ne savait pas que Trump allait vraiment rafler la mise dans toutes les 7 États pivots, mais Harris, elle était dans une position de faiblesse assez énorme par rapport à Biden en 2020, et on avait un peu un sentiment de flottement de leur campagne, et bon, les résultats ont conforter mon pessimisme à moi dans les jours à semaine avant cette élection. C'est tout simplement que ça. Ibrahim ? J'en avais parlé un peu déjà dans la dernière vidéo, donc je vais être plutôt bref. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir que tout le monde annonçait, en fait, soit une victoire d'Harris, soit quelque chose d'assez serré. Une victoire sur le fil de Trump ou d'Harris, une victoire qu'on n'annoncerait pas avant 2 ou 3 jours. Et là, on voit effectivement, et c'est en ce sens que c'est un raz-de-marée. On voit qu'à 5 heures du matin, la nuit même, on avait déjà des résultats assez clairs qui démontraient que Trump avait remporté l'élection. C'est pas une surprise énorme. Moi, je me basais sur ce que je ressentais sur le terrain en tant qu'électorat. Je parlais à des gens et je sentais qu'il n'y avait pas d'intérêt pour la candidature d'Harris et pas une peur si importante que ça vis-à-vis de la candidature de Donald Trump. Mais dans le même temps, parce que tous les instituts de sondage disaient que c'était serré, je me disais, ces gens-là ont apparemment des chiffres, etc. Voyons ce que ça va donner. Mais pas surpris du résultat, surpris qu'il se soit trompé à ce moment-là, pas surpris du résultat. Ok, je vois. Youssef ? Écoutez, je crois que Trump
a détrumpé tous les sondages. Enfin, tous les sondages. Beaucoup de Tu l'avais pronostics. préparée celle-là? Non, pas du tout. Ben, elle vient naturellement. Un éléphant, ça trompe énormément. Tu la connais celle-là? Et ce que je veux dire, c'est... Non, mais très sérieusement. Non, j'étais un peu étonné. Je ne pensais pas du tout que la victoire serait si écrasante. Alors, je ne connais pas forcément bien le système américain, hein, mais j'étais assez étonné quand même. Je ne pensais pas que la victoire serait aussi écrasante. Et puis ensuite, j'ai lu 2-3 commentaires comme cela, et notamment des commentaires de gens de la France insoumise, qui disaient que c'était beaucoup plus une défaite de Harris que vraiment une victoire. Mais Qu'une victoire de Trump, tu veux dire? qu'une victoire de Trump. Avant le débat, moi je suis pas totalement Mais d'accord. ensuite, Mais justement, ensuite j'ai eu encore d'autres sons de cloche qui disaient que non, il a vraiment convaincu beaucoup de gens. Et donc finalement, il y a quelque chose des deux. Il y a à la fois cette campagne complètement foireuse de Kamala Harris, mais aussi le fait qu'il a convaincu quand même un certain nombre de personnes. Et c'est ce dont on discutait justement tout à l'heure avec notre ami Omar. N'est-ce pas, Omar? Trump, il a quand même quelque chose de son point de vue, il a un avantage, c'est qu'il affirme tout ce qu'il dit, il ne recule jamais, et il a un discours qui est complètement franc. Alors, c'est un discours facho, tout ce qu'on veut, hein, et je crois que les gens ont envie d'entendre cela. Un discours franc, total, et qui ne se défausse pas. Une des grosses critiques faites à Kamala Harris, c'était de dire elle n'avait pas vraiment proposé quelque chose de concret dans cette campagne-là, et notamment du renouveau par rapport au mandat de Biden. Alors que Trump, il arrive, il a des déclarations chocs, il a quand même des propositions, on arrive quand même à identifier. Alors que c'est vrai que Kamala Harris, au contraire, elle a même une ligne assez centriste, voire plus conservatrice que ce qu'avait Joe Biden en 2020. Et elle arrive vraiment avec des choses où elle ne répond pas aux attentes. Et c'est là où les derniers articles de cette semaine étaient intéressants. Ils disaient que les attentes au final de l'électorat en général, c'était sur l'économie et aussi, je pense de façon secondaire, sur la politique étrangère, mais surtout sur l'économie. Et c'est là où Trump, je pense qu'il avait quelques réponses. Et il y a cette idée-là un peu partagée parmi l'électorat de Trump qu'avec le mandat de Trump, le pays se portait mieux économiquement et tout et tout. Alors que là, les gens ont l'air déçus de Biden et de Harris en disant vous, économiquement, qu'est-ce que vous proposez? Et c'est là où... je trouve que dans cette campagne, c'est ce qui s'est beaucoup dit, je trouve, dans la presse ces derniers jours, elle n'a pas proposé quelque chose du point de vue économique. Qu'est-ce que vous pensez de ce point? En effet, une des ironies, c'est la devise un peu de la campagne de Harris, c'était on ne va pas retourner en arrière, alors que vraiment dans la rhétorique, dans la présentation, c'était une campagne d'un certain retour de normalcy, comme on disait, on l'entendait en 2020, un retour à la normalité d'une vie politique américaine saine, entre guillemets, au niveau de la démocratie aussi, au niveau du comportement partisan et du respect mutuel entre les différentes forces politiques, un peu le soutien qu'elle a le plus mis en avant dans les semaines avant l'élection, c'est assez choquant. C'était Liz Cheney, c'était la fille de Dick Cheney, c'était vraiment la fille du vieil élite du Parti républicain. Justement, Dick Cheney, le vice-président de George Bush, l'invasion de l'Irak, vraiment la tête pensante de l'invasion d'Irak en 2003. Et c'était, je pense, elle a paru, jusqu'à peut-être 4 fois avec Harris sur les scènes dans les semaines avant, plus que tous les autres soutiens. Donc, c'est très révélateur que c'est une campagne très, très, très conservateur. C'était quoi les partis démographiques que ciblait le Parti démocrate dans cette élection? C'était les banlieusards, comme on dit aux États-Unis, les suburban, les familles des banlieues plutôt aisées. Parce que aux États-Unis, les banlieues, c'est pas en effet, oui, il faut le dire. Les suburbs américains, comme on dit, ouais. il faut imaginer les sortes de vastes quartiers pavillonnaires des classes moyennes américaines. Et cet électorat, c'est n'en déplaise aux stratèges du Parti démocrate, c'est pas assez important pour faire une coalition gagnante. C'est tout simplement que ça. Toute la stratégie du Parti démocrate depuis 2016 repose sur cette vision. Et s'il y a peut-être une chose qu'on peut tirer qui peut peut-être être utile pour l'avenir du devenir du Parti démocrate et du politique américaine, c'est le revers à cette vision. À voir si le Parti démocrate va vraiment intégrer cette leçon. Ibrahim? Non, c'est intéressant dans le sens où le Parti démocrate ne semble pas du tout intégrer cette leçon pour l'instant, en tout cas. Dans les premières déclarations, on voit qu'ils sont en général très satisfaits de cette campagne, qu'ils ne la remettent pas en question du tout, qu'ils nous expliquent que, la campagne. par exemple, dans un email qu'ils ont envoyé à
chargés de campagne sur le terrain. Alors, en fait, tout simplement, le pays avait bougé à droite. Qu'en fait, l'électorat s'était porté à droite et qu'ils n'auraient pas pu faire mieux. C'était en dehors de leur contrôle de toute façon. Qu'ils ont fait une campagne où ils pouvaient être fiers et que c'était à refaire s'il fallait le refaire. Et c'est un peu le même discours qu'on a entendu en 2016, après la défaite d'Hillary Clinton, et une incapacité pour le Parti démocrate à se remettre en question qui est assez angoissante en fait, sachant que c'est sans doute la force politique qui est plus à gauche, pas de gauche, mais qui est plus à gauche aux États-Unis, et qu'il sera sans doute pour les prochaines élections, sauf énorme surprise, cette incapacité à se remettre en question, et même cette idée qu'ils ne sont pas assez allés à droite, même en ayant invité effectivement les Spinning, qui n'est pas en fait qui est symbolique de ce qui s'est passé, mais qui pour les gens n'a pas été le plus gros symbole en fait du positionnement à droite du Parti démocrate, dans le sens où le Parti démocrate, Liz Cheney n'est pas extrêmement connu. Les gens connaissent ce nom, peut-être Cheney, peut-être que ça leur rappelle que c'est un nom d'une dynastie politique. C'est pas ce qui a joué le plus, je pense. J'en parlais à des amis et ils me disaient, bon voilà, par les gens qui lisent un peu, qui sont sur les réseaux sociaux, les gens, les Cheney ne connaissent pas, mais le programme politique, l'offre politique qui a été proposée par la campagne démocrate, Kamala Harris, c'était une offre qui était très à droite en tout point de vue, avec un positionnement même symbolique à droite. Elle nous a fait tout un show sur le fait qu'elle avait des armes, quelqu'un rentrait chez elle, elle allait lui tirer dessus, etc. Donc un discours très... Il ne faut pas oublier que moi, je viens du champ policier, que j'étais le procureur, etc. Et donc, je ne rigole pas non plus, avec les migrants, etc. Et c'était cette manière de faire campagne à droite, en fait, comme par elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne qu'en France. Elle ne fonctionne pas non plus aux États-Unis. Oui, c'est paradoxal parce qu'en plus, c'est plutôt la gauche de la gauche progressiste, on va dire, qui avait poussé lors de l'élection de Joe Biden, qui constitue la base électorale, qui pousse le candidat, qui milite pour le candidat, etc. Et qui pousse les idées un peu plus à gauche en avant. Et c'est vrai, sur ce que tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir, c'est vrai qu'elle a amélioré son score auprès de l'électorat aisé, aux dépens justement de l'électorat plus classe moyenne et plus classe populaire. Youssef ? Oui, effectivement. Alors bon, il faudrait avoir des chiffres plus précis au niveau de la répartition des votes, aussi bien au niveau des CSP qu'au niveau des zones géographiques. Mais franchement, vu le résultat aussi médiocre, je me demande sur qui elle a pu bien mordre. Effectivement, donc sur des comme tu le disais, sur les banlieues aisées, sur certaines catégories. Mais voilà. Et puis, j'aimerais savoir aussi quelle était l'importance du déficit des voix d'Arabes et de musulmans aux États-Unis. Est-ce que ça a vraiment joué ? On en parlait la semaine dernière. Oui. C'était un enjeu clé dans le Michigan, notamment. Et je pense que ça ne s'est pas très, très bien passé dans le Michigan, puisque Trump a gagné. Après, est-ce que c'est exactement à cause de ça ? Je pense que Ibrahim et Harrison peuvent peut-être compléter sur ça. Des chiffres un peu plus précis là-dessus. Est-ce que vous en avez ? Et j'aimerais bien aussi savoir sur toutes les statistiques. C'est aussi compliqué, je pense. Les statistiques ne sont pas 100% figées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir les Arabes de tel État ont voté. Bien sûr, mais si on prend le Michigan, par exemple. En regardant le Michigan, peut-être je me trompe, mais je regardais les chiffres du vote populaire dans l'État de Michigan il y a 2-3 jours. Donc après que la campagne dans l'État a été gagnée par Trump. Et je pense que l'écart entre Harris et Trump était de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'électeurs dans le Michigan. Donc, ce qui est, le chiffre qu'il faut comparer avec ça, c'était les 100 000 votants qui n'ont pas ou qui ont voté ce qu'on appelle non-committed lors du primaire du Parti démocrate. Donc, je pense qu'en tout cas, le marge qu'il y a eu dans l'État de Michigan avec, en effet, cette communauté importante arabo-musulmane a été... Le marge de défaite de Harris face à Trump a été plus petit que le nombre d'électeurs qui se sont déclarés non-committed lors des primaires. Donc peut-être ça a en effet fait basculer. Aussi, parce qu'il y en a pas mal qui ont dû s'abstenir aussi entre en les effet, deux. Oui, en effet. Et là, il faudrait Harris, elle a perdu quelque chose comme 10 millions de votes. 10 millions de votes par rapport à 2020, lors de l'élection. 11 millions par rapport à l'élection de 2020. Mais bon, en effet, sur ce qui est les communautés, ce qu'on appelle minoritaires, les minorities aux États-Unis, ce qui
est, je pense, ce qui occupe surtout le commentariat en ce moment, c'est le basculement et les avancées très 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 conséquents du Trump, notamment chez les latinos. C'est ça on voit peut-être quelque chose comme 50% de l'électorat latino. Je pense qu'on est peut-être à 46% ont voté. Alors qu'est-ce qu'il a pu faire? Parce que Ibrahim, peut-être tu voulais répondre sur ça. Non, je pense que c'est important de parler du vote. Moi, j'ai le vote musulman, j'ai pas le vote arabe, mais j'ai le vote musulman. Un vote un peu quand même différent. Mais effectivement, c'est pas 11 millions, c'est 15 millions de voix, je disais, qui ont été perdus par Kamala Harris sur cette campagne. Du côté de Trump, c'est 3 millions de voix en moins qu'en 2020. C'est ça le comparatif. Harrison, tu fais bien de parler du mouvement Committed, parce qu'effectivement, pas seulement dans le Michigan, mais dans le Wisconsin, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord, les chiffres des personnes en fait, qui ont été non-committed, qui on dit en gros qui disaient en fait pendant les primaires démocrates, ils n'étaient pas décidés par un candidat, que ce soit Biden ou Kamala Harris, parce que les primaires ont quand même lieu, les gens votent quand même dans les primaires et peuvent, même s'il n'y a pas de candidat, les primaires ont quand même lieu. On votait pour dire en gros sur leur bulletin, on n'est pas convaincu par un candidat pour le moment, et un nombre en général qui est supérieur au nombre de voix qu'il aurait fallu à Kamala Harris pour gagner dans ces États. On peut voir l'impact qu'a eu, à côté d'autres sujets, bien sûr, le génocide à Gaza sur ces élections. Après, pour le vote musulman, on vient d'avoir les chiffres, il me semble, hier. Et ce qui est intéressant, c'est que une ou deux semaines avant l'élection, les chiffres étaient environ 40% des votants allaient se diriger vers Jill Stein, qui est la candidate des Verts, et qui est 40% vers Kamala Harris, 10% vers Trump, et le reste vers des candidats tiers. Là, on a eu le sondage à la sortie des urnes qui a été mené par CAIR, qui est une organisation, en fait, le Council on American Islamic Relations aux États-Unis. Et on voit que les choses ont changé dans les dernières semaines, apparemment, parce qu'on est passé de 40% des voix pour Jill Stein à 53% des voix, une majorité des musulmans qui votent pour Jill Stein. Donald Trump est passé de 10% à 21%, et c'est peut-être lié à sa visite, justement, il me semble, à Dearborn, Michigan, pour un meeting, ou dans le Michigan en tout cas, pour un meeting où il a invité des imams sur scène et a promis la paix au Moyen-Orient. Oui. Oui, je crois qu'il y a des musulmans qui ont voté pour Trump sur cette base. Oui. Il a fait au moins de son côté. Et Kamala Harris qui est tombée en dessous de Trump à 20%. Donc c'est assez intéressant de voir comment ce vote a fluctué et comment ce vote non seulement ne s'est pas déporté sur Harris, mais même sur la fin aidé Trump à l'emporter un peu plus. Un vote qui se chiffre par million. C'est une petite communauté, la communauté musulmane aux États-Unis, c'est à peu près 3% de la population, selon les estimations, entre 1 et 3% de la population. Mais c'est quand même intéressant de voir ces chiffres, de voir à quel point le Parti démocrate a complètement failli convaincre ce groupe-là, et ça se vérifie chez d'autres groupes latinos en particulier. Oui, et je pense que de toute façon, la question palestinienne, il faut la penser de façon plus large, c'est-à-dire pas seulement à travers le vote des arabo-musulmans dans le Michigan, et certes, ça correspond pas, c'est pas ça qui va changer toute l'élection, mais je pense que c'est plus large, c'est-à-dire aussi la politique étrangère en général, là où Trump passait dur, on en a parlé la dernière fois sur le fait que Trump soit un peu plus isolationniste, c'est-à-dire moi je vais mettre fin à la guerre assez rapidement, on va se retirer d'Ukraine, etc. Je pense que tout ça, c'est quelque chose qui séduit un électorat américain qui justement dit qu'il a des problèmes économiques et qu'il n'a pas envie que l'argent parte dans les guerres menées par les États-Unis, ailleurs justement. Et aussi c'est plus général, c'est-à-dire de dire que c'est la Palestine comme une question centrale des mouvements sociaux de cette année qui a poussé les mouvements sociaux, les jeunes, etc., qui était une cause importante et qui n'a pas été reprise par le parti, mais comme d'autres causes. L'écologie aussi, je lisais que Kamala Harris n'a pas du tout fait campagne sur l'écologie. C'était absente entièrement. Alors que, alors que c'est une question qui est importante surtout chez les jeunes, je pense, par exemple. Et puis aussi pour les milieux auxquels elle s'adresse, enfin qu'elle prétendait séduire aussi. Oui, les classes moyennes, etc., qui d'habitude sont aussi un petit peu sensibles à ces questions. Je pense qu'il y a un peu une impression dans l'état-major démocrate que depuis le Inflation Reduction Act, donc cette
projet de loi ou cette réforme assez conséquente en termes de subventions industrielles, qui est vraiment une loi de stratégie industrielle de l'ordre surtout géostratégique, en ce qui est la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Je pense qu'il y a un peu l'impression dans les démocrates que, depuis la IRA de 2022, ça c'est un peu la politique climatique qu'on va avoir, et à la marge de ça, juste pour les raisons de pure politique de pouvoir d'achat, on va devoir aussi encourager encore d'investissement dans les énergies fossiles et tout ça. Donc, comme toujours avec les questions énergétiques économiques aux États-Unis, un pas en avant et un pas et demi en arrière sur ces questions. Donc, le Parti démocrate a joué sur deux mains sur cette question, et Harris, elle était, comme avec tout l'héritage en général de Biden, elle a trouvé rien à y dire. Elle a été interviewée très directement là-dessus, mi-octobre, je crois, ou début octobre, par un journaliste. Est-ce qu'il y a des erreurs que Biden aurait prises au cours de ce mandat? Et je pense que la réponse, je vais la traduire, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Elle a dit ça à la télévision nationale, donc il a été parfait. Ce qui, dans une élection où il y a une énorme expression de ressentiment vers un candidat sortant, l'administration au pouvoir, de mener une campagne sur cette rhétorique, et aurait dû vraiment poser des questions au sein de son équipe électorale. Et je pense, mais ça devient vraiment un problème plus profond, et qui est une sorte de et c'est un milieu qu'il faut connaître. Peut-être, Ibrahim, tu le connais en vivant à New York, mais la confiance presque inébranlable de l'élite progressiste libérale américaine. Et je ne sais pas si cette cycle électorale leur ait vraiment mis un coup là-dessus. Je suis très sceptique là-dessus, mais c'est vraiment dur à apercevoir à quel point une certaine partie du Parti démocrate, une certaine partie de l'opinion libérale, de l'opinion de l'élite américaine, centre-gauche, progressiste, a vraiment une confiance très, très, très inébranlable dans soi-même. Et cette revers, cette deuxième défaite face à Trump, est-ce que ça va vraiment enfin y mettre vraiment des coups? J'attends. Mais ça, c'est une des questions qu'on espère les gens vont se poser aux États-Unis. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur ces élites démocrates, parce que justement, je regardais une vidéo de Steven Music Feeling, qui fait surtout des vidéos sur la musique en général, R&B, mais là, il a fait une musique sur le lien entre les artistes dans la campagne et le Parti démocrate. Historiquement, Hollywood, les artistes, les chanteurs soutiennent le Parti démocrate et le candidat démocrate tous les ans. C'est quelque chose d'assez classique. Et il disait justement, ça n'avait pas marché avec Hillary Clinton. Et là, encore une fois, ça n'a pas marché. On a vu Beyoncé, notamment, énormément de stars ont fait soutien, ont fait campagne avec Kamala Harris. Et il expliquait tout ça, je rebondis sur ce que tu disais. En fait, Donald Trump, lui, il s'est construit comme l'anti-élite. C'est-à-dire, il arrive sur le paysage médiatique en se disant... C'est anti-système, ce qu'on appelle les candidats anti-système. Anti-système, c'est-à-dire ces candidats-là qui sont juste soutenus par les élites, mais qui vous écoutent pas, qui écoutent pas le peuple américain, etc. Moi, je parle au vrai peuple. Moi, je vais représenter la nation. Je vais make America great again. Voilà, le slogan de Ronald Reagan qu'il a repris. Et il arrive en tout cas en arrivant à être une anti-élite. Et en même temps, c'est une figure familière du paysage américain, du petit écran. Il était très connu. Il apparaissait beaucoup dans des TV shows, dans des séries américaines. Et justement, ça a fait le succès de Donald Trump. Et là où je pense certains médias ont voulu le prendre comme le méchant de l'histoire. Oui. On voit bien que les gens ne le voient pas comme les méchants de l'histoire, vu que le méchant de l'histoire, il gagne et il a le vote populaire. Voilà. Ça pose énormément la question sur comment Trump, en tant qu'oligarque, en tant que milliardaire et représentant de l'élite américaine, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu le récent biopic de Trump, The Apprentice, que moi j'ai trouvé très, très, très réussi. Et ce que ça a montré, c'était à quel point Trump... Tu peux expliquer peut-être Oui, c'est un film qui est actuellement au cinéma. Je sais pas, en fait, je pense qu'il a eu une sortie très limitée aux États-Unis. Justement, en France, il est dans les UGC. C'est dans les UGC, les MK2 en France. Et c'est un biopic surtout sur la montée de Trump aux années 70-80. Et ce que je pense le film montre très bien, c'est un élément de sa biographie où il s'est toujours présenté un peu comme opposant interne à l'élite bien pensant américaine, aux années 80 surtout. Et ça, si on se demande comment Trump, cet oligarque, cet milliardaire, a su acquis une part très importante de l'électorat populaire, que ce soit des minorités ou la classe populaire blanche, c'est en grande partie à ça.
il s'érige comme le pourfendeur de cette élite progressiste. Je pense pour moi l'image le plus qui a la plus réduit cette phénomène, c'était à la Convention démocrate en août, où Oprah Winfrey, donc une multimilliardaire, présentatrice, vieille vedette de la télévision américaine, qu'est-ce qu'elle a dit qu'on a le Parti démocrate? On a la joie. Et elle a chanté cette mot, on a la joie, le Parti démocrate. Alors que justement, non, il y a une colère dans le pays que le Parti démocrate, juste, il balaye entièrement sous le tapis. Et bon, Trump, il sait parler un peu au spleen américain à cet égard. C'est vrai que dans ce film, il représente bien... Enfin, le film montre bien comment il incarne cette idée du rêve américain, de l'homme qui réussit à partir de rien, entre guillemets, parce que c'est pas à partir de rien, mais en tout cas, celui qui réussit et celui qui va aussi imposer un style, c'est-à-dire celui du mensonge. Dans le film, il y a cette phrase qui revient tout le temps quand il est un peu coaché par quelqu'un du milieu qui va le former, etc. Et il y a ce truc de... Tu peux mentir, mais attache-toi au mensonge. C'est-à-dire que c'est pas grave de mentir, mais fais comme si c'était pas un mensonge. C'est-à-dire que voilà, c'est une mentalité là, et c'est ça aussi, c'est dire que ça fait partie un peu de l'idéologie américaine, celui qui réussit coûte que coûte, etc. Et que c'est pas grave après voilà quoi. Youssef et après Ibrahim. Ouais, mais il y a quand même un vrai problème, c'est que il a quand même convaincu, il a quand même séduit des classes populaires, et même très populaires. Et comment vous l'expliquez ça? Et justement, il a quand même un programme qui est crypto-fasciste, qui est en tout cas ultra-libéral, crypto-fasciste, on peut le dire, au niveau des libertés, etc. Je veux dire, c'est quand même assez de ce côté, c'est assez terrible même. Hein. Donc comment est-ce qu'il a pu... Vous me direz, finalement, les fascismes en Europe, dans l'entre-deux-guerres, ont aussi... Alors voilà, c'est une vraie question, d'une part, et d'autre part, l'autre question que je me posais, c'est il n'y a absolument aucune once d'autocritique chez les démocrates par rapport au génocide à Gaza, etc. Ça, c'est aussi une autre question que je me posais. Je veux dire, maintenant qu'il y a la défaite, hein, parce qu'ils ont, comme on dit, ils ont la défaite et en plus, ils ont le déshonneur. Ils ont les deux. Hein. Donc, voilà. Donc, j'aimerais savoir ça également. Est-ce qu'il y a des... Mais moi j'ai envie de répondre maintenant. Tu poses une question, je peux répondre moi aussi. Tu peux répondre. Non, d'abord les invités. Non mais sur vraiment le programme de Trump, j'ai du mal à imaginer. Alors il y a un vote de colère, il y a tout ce qu'on veut, etc. Mais j'ai quand même du mal à imaginer que ces classes pauvres aux États-Unis, et puis il y en a en plus des pauvres en plus, ont pu être séduites par ça. Compliqué. Et il y a d'un côté, il y a une certaine nostalgie. Je pense des années 2017 à l'avant-pandémie, qui en effet une période de croissance économique assez importante. Et Trump, il est, pour une grande partie de l'électorat, il surfe un peu sur cette mémoire qui, depuis 2020, la pandémie et ensuite la crise inflationniste, est largement mise sur l'administration Biden. Donc Biden et ensuite Harris, elles souffrent de cette association. Il faut aussi dire que en termes de politique économique, la campagne de Harris et le programme d'Harris est quasiment vide. Je pense que les mesures qui me viennent à l'esprit sont principalement, il y a un crédit impôt pour l'achat d'une première maison, ou des crédits d'investissement pour les entrepreneurs qui veulent lancer une première entreprise. Alors qu'est-ce qu'on a perdu dans ça? On a perdu... des appels très 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 bouillants qu'on entendait assez récemment en 2020, au lendemain de l'élection de 2020, sur l'augmentation nationale du SMIC. Ça, c'était une des choses qu'on entendait très souvent en 2020-2021. On a perdu aussi des questions comme l'élargissement du Medicare, qui est le système de sécurité, de l'assurance maladie, sécurité sociale pour les retraités qu'on voulait et que la gauche du Parti démocrate veut élargir à toute la population. Aux classes travailleuses. Oui, voilà. Donc on a vraiment perdu sur le plan économique et ça s'était vidé en sorte, l'économie de l'opportunité très vague qui parle que vraiment aux entrepreneurs. Ça parle pas forcément aux questions réelles, concrètes des classes populaires aux États-Unis. Sur le Gaza et la Palestine, est-ce que ça va forcer ou est-ce qu'on va avoir un véritable prise de débat au sein du Parti démocrate là-dessus? À voir.
malheureusement, je suis assez sceptique. Les choses que j'ai lues, les petits commentaires, les bribes que je vois dans la presse ces derniers jours, c'est des choses comme on aurait dû être plus ferme sur les campus. Ce qu'on a vu sur les campus américains au printemps, est-ce qu'on a laissé flotter un sentiment de désordre qui aurait... Oui, c'est dans... Bon, ça c'est des commentaires que je vois. Donc évidemment, ça fait partie des débats. Ça fait partie du débat. Et il y aura des gens qui vont tenir cette ligne dans les mois et les années à venir. Donc pour celles et ceux qui, peut-être, Ibrahim, tu l'as écouté, mais il y a un entretien très révélatrice avec Nancy Pelosi qui était sur le podcast du New York Times il y a 2 jours, je pense. Et elle, on a l'impression que il n'y a rien à dire sur la campagne d'Harris. Elle a été impeccable et il faut mettre cette défaite sur les erreurs de Biden de ne pas avoir se retiré plus tôt ou l'excès de sexisme des Américains. Donc pas forcément l'énorme mise en doute de soi-même. On ne vote pas pour une femme, c'est ça l'idée sur laquelle... Moi aussi, je vais répondre à ta question. Après, on va laisser Thierry Labika et Ibrahim compléter. Tu as répondu sur les 2 points que je voulais dire, c'est-à-dire, quand on demande pourquoi les classes populaires, rurales votent pour Trump, alors que c'est un programme fasciste, etc., comment est-ce qu'on explique que des classes populaires comme ça puissent adhérer à un programme fasciste ? Je pense que c'est à la fois 2 choses. Et il faut toujours dire les 2 choses parce qu'on a tendance à dire soit l'une, soit l'autre. C'est-à-dire une chose... Trump propose des choses, ou en tout cas son électorat a l'impression qu'il propose des choses et qu'avec Trump c'est meilleur sur le plan économique, ce que tu disais par rapport à l'avant-pandémie. Il y a l'autre point que Harris ne propose rien, que le Parti démocrate a abandonné, les classes populaires un petit peu, en tout cas ce que je pense. Et enfin le dernier point, c'est aussi que Trump, il faut lier le programme sur l'immigration, sur la restriction de l'immigration, à l'insécurité, entre guillemets, identitaire et économique de ces populations-là qui se disent c'est le récit classique, les immigrés veulent votre travail, sans les immigrés, vous aurez plus de travail et tout se portera mieux dans le monde. Donc c'est aussi lié, vous voyez, les questions économiques, sécuritaires à la question de l'immigration. Oui, voilà ce que je voulais dire, oui. Et Thierry Labika, merci d'être sur le plateau. Excusez-moi, je vous ai présenté tout à l'heure, vous êtes maître de conférence. Vous êtes auteur notamment pas mal sur Jeremy Corbyn, la politique de Jeremy Corbyn en Angleterre. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Dans le micro. Bien parler dans le micro, voilà. Ouais, c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Je suis désolé d'arriver un petit peu dans la précipitation. Donc du coup, vous pouvez enchaîner sur la discussion. Comment est-ce que vous expliquez, selon vous, que Trump arrive à avoir un électorat de classe populaire ? Dans ce que j'ai pu voir et lire là, ces derniers jours, il semble qu'il y ait quand même une part un peu contradictoire de ce vote, et c'est peut-être quelque chose que vous connaissez mieux et que vous pouvez mieux expliquer que moi, mais que dans les choix de vote, puisque c'est pas un vote à la française où on vote pour un nom, mais il y a Trump, mais ensuite il y a une liste, à chaque fois qu'on vote, il y a une liste de choix possibles, et que le panachage des choix met Trump en tête dans toutes les catégories de la population et des électorats. Donc là, il y a un gain de voix qui est effectivement pose question, comme on dit poliment, mais qu'en même temps, il y a dans beaucoup de cas un panachage qui est important qui est significatif, disons, et qui n'est pas un mandat ou qui n'apparaît pas comme un mandat pour une politique ultra-réactionnaire d'emblée. Donc ça, c'est une première chose. Alors après, il y a une série d'interprétations possibles. Alors il y a l'héritage de l'inflation, mais il y a une série d'explications qui paraissent toutes à la fois crédibles et toutes discutables. C'est-à-dire que par exemple sur l'inflation, l'inflation a décliné sur toute la période. Et si on parle de positionnement de Harris qui est non ouvrier, voire carrément anti-populaire, ou en tout cas dans l'ignorance des classes populaires. Il se trouve que sur le mandat de Biden, il y a eu un certain nombre d'options de politique industrielle et sur les salaires qui font qu'en termes de salaire réel, les choses ont plutôt progressé. Alors dans les proportions, je veux dire, on n'a pas eu une politique social-démocrate ou même pas ça qui serait bon teint, mais il y a quand même une progression qui est réelle. Donc il y a une série une des autres interprétations du résultat, c'est que le Parti démocrate serait trop woke et trop progressiste, puisque les 2 termes sont devenus. Alors, je pense que c'était surtout sur des idées beaucoup plus que sur l'économie. Alors c'est dans les interprétations possibles, mais il semble que depuis et sur l'ensemble de cette campagne, une dimension éventuellement woke et progressiste, puisque les 2 termes sont utilisés de manière interchangeable, et en fait était largement purgée du discours
du discours dans la mesure où on en avait un de Kamala Harris. Donc tout ça marche pas très bien. Alors, une des choses que j'ai trouvé intéressante dans les divers commentaires que j'ai lus, c'est pas moi qui sors ça de ma tête, mais c'est que il y a aussi, au terme du mandat de Trump et au début du mandat de Biden, il y a quand même l'héritage d'une espèce de système de welfare lié au Covid, quoi. C'est-à-dire que les mesures d'urgence prises en réponse au Covid dans la fin du mandat de Trump ont créé une espèce d'état-providence qui, sur beaucoup de sujets, était complètement inédit aux États-Unis. Alors, je parle sous le contrôle des gens qui sont là, mais... et qu'il n'y a pas eu de... Donc, paradoxalement, on a un président américain d'extrême droite qui se retrouve à prendre une série de mesures de protection des salaires, sur l'emploi, sur les locataires, etc., etc. Et en fait, à mettre en place de manière très temporaire un dispositif qui paraît être dans une tradition Welfare state. On a vu quelque chose d'un peu comparable avec Rishi Sunak en Grande-Bretagne après les horreurs de Boris Johnson. Je dis les horreurs de Boris Johnson, qui a parfaitement rempli sa mission par ailleurs, ce qui concerne Boris Johnson. Mais quand Rishi Sunak est devenu Premier ministre en Grande-Bretagne, il y a eu un déploiement de la dépense étatique de protection des salaires, etc., qui a été absolument considérable, à tel point que la droite la plus dure a commencé à le décrire comme un socialiste, comme Rishi le Rouge, simplement parce qu'il y a cette idée que l'intervention de l'État, le socialisme, c'est l'intervention de l'État. Donc c'est une vision qui est assez misérable de ce que peut être le socialisme, mais en tout cas c'était perçu comme ça. Et donc on s'est trouvé dans ces situations un peu comparables où des dirigeants, des gens en responsabilité aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sur des positions extrêmement réactionnaires, ont dû adopter des dispositifs de sauvegarde qui ont, alors pour la Grande-Bretagne, il y avait un héritage de ça, pour les États-Unis, moins ou pas. Des acquis ou une expérience de politique sociale protectrice qui, elle, n'a pas été défendue. Il n'y a pas eu de projet politique de maintien, de pérennisation des protections en place. Et donc, même si la politique de Biden n'a pas été à représenter certaines consolidations au niveau du salaire, de l'emploi, de la baisse de l'inflation, etc., elle n'a pas abouti à une situation équivalente à ce qu'avaient produit les mesures de Covid, en temps de Covid, quoi. Enfin, c'est-à-dire ce welfare particulier ou conjoncturel. Et donc ça, c'est un élément sur du temps assez court, quoi, hein, qui semble rentrer en ligne de compte de manière crédible, outre le panachage électoral dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il semble qu'il y ait quand même une majorité de l'électorat américain qui trouve que Trump est un sale type, il y a quand même ces contradictions-là. Il n'y a pas un mandat qui soit un mandat franc pour une politique ouvertement fasciste, même si dans les composantes dans l'électorat de Trump, il y a beaucoup. Ils vont l'interpréter comme ça. Genre, c'est quand même le figure qui a remporté, c'est le candidat républicain qui fait le record du Parti républicain au vote populaire. Donc c'est quand même c'est une énorme victoire pour Trump sur le Parti républicain, sur le groupe républicain au Congrès, au Sénat, où il a la majorité de nouveau au Sénat. Il va très 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 probablement, je pense que les derniers scrutins à la Chambre des représentants n'ont pas encore été achevés ou finis, mais il va très 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 probablement aussi avoir une majorité avec maintenant le pouvoir de dire tiens, moi je suis le candidat républicain qui a gagné le plus au vote populaire de l'histoire du parti. Donc ça c'est quand même une énorme mandat pour lui, mandate. Oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose sans faire un tunnel trop... c'est que pour ce qui concerne le programme ou le non-programme de Kamala Harris, il n'y a pas de programme économique, ça, comme vous venez de le dire. Il y a quand même un profil. Et il y a un profil de campagne où on a en gros eu 2 candidats à l'élection américaine qui tous les 2 se présentaient pour défendre la démocratie. Alors un continuant de laisser entendre qu'on lui avait volé la victoire précédente, et l'autre disant on a un fasciste et la démocratie est menacée. Les 2 ont concouru avec le soutien explicite, actif et visible de milliardaires américains. C'est-à-dire que là, on sait que l'argent dans les campagnes électorales américaines joue un rôle absolument considérable. Enfin là, on est à des proportions qui se paraissent quand même inédites, et avec une affirmation politique de l'oligarchie qui est elle-même sans précédent. Et là-dessus,
Harris a mené une campagne de milliardaires pour les milliardaires, au point que, avec des gens qui interviennent dans la convention en se moquant de Trump en disant « Ah, il dit que c'est un milliardaire, mais moi qui suis un milliardaire, je peux vous dire, J.B. Pritzker a fait ce type d'intervention-là. » Juste après, ou très peu de temps après une intervention de Bernie Sanders, qui, lui, alors, tenait son discours de social-démocrate de gauche, typique de Sanders, et sur cette position-là. Et ce discours qui, d'ailleurs, avait contribué à gauchir la position de Biden quand Biden est arrivé au pouvoir. Les mesures de Biden, elles étaient aussi dans dans l'élan de la et en partie conforme à l'audience qu'avait eu la campagne de Sanders dans la période précédente. Bon. Mais très rapidement, tout ce volet-là a été absolument marginalisé. Comment s'appelle-t-elle? Harris a fait campagne plus avec Liz Cheney qu'avec un quelconque démocrate. Et a mis en avant, a eu très proche d'elle, a été inondé de messages de Mark Cuban, qui est un autre milliardaire qui a été très très militant dans cette affaire et qui a exigé d'elle que, si élue, a eu cette exigence que si élue, elle se débarrasse de Lincoln, qui est la présidente de la Federal Trade Commission, la commission fédérale sur le commerce, antitrust, etc., avec une politique régulatrice assez offensive contre les GAFAM, contre les gérants de la tech, qui sont précisément ces milliardaires qui se sont directement et explicitement emparés de ce champ politique au sommet, disons. Donc, il n'y a pas de programme politique, pas de programme économique et de réforme apparent, en tout cas, de Harris, mais il y a quand même un profil qui est celui qu'elle a affiché avec cet assortiment de méga riches dans l'ignorance active et absolument brutale de toutes les thématiques sur les salaires, sur 50% des gens quelque chose de cet ordre-là qui ont zéro retraite devant eux, etc., etc. Sans parler de la question environnementale, naturellement. Oui, on l'avait évoqué un petit peu tout à l'heure. Ibrahim, tu veux rebondir sur tout ça? On t'a pas donné la parole là depuis un moment. J'espère est-ce qu'on t'entend bien déjà? Vous m'entendiez pas tout à l'heure, c'est ça? Tout à l'heure, il y a eu un bug. Là, c'est moi. Ok. Là, c'est bon, on m'entend? Non, je pense que tout ce qui a été dit en fait fait sens, mais il y a quelques petites choses, je pense, à rajouter. J'ose pas parler. Sur Trump, en fait, d'abord, il faut pas. Je pense qu'on a une position assez intéressante en France pour regarder Trump et comprendre pourquoi il parle à cet électorat. Pourquoi Marine Le Pen, Jordan Bardella arrivent à parler à l'électorat populaire en France. Pour moi, c'est un peu une situation similaire. On a des gens qui sont au gouvernement et qui ne votent pas des propositions de loi qui vont pouvoir améliorer le quotidien des gens, mais qui parviennent quand même par le discours, parce que le discours c'est très important, les gens écoutent les propositions politiques et écoutent même les propositions politiques très vagues, comme on va améliorer votre quotidien, c'est des choses que Trump peut dire par exemple. Et si c'est répété assez souvent, les gens vont écouter ça et vont penser que c'est le candidat du peuple, quoi. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer. On a un bon exemple de ça en France. Et par contre, ce qu'on a en France, mais qu'ils n'ont pas aux États-Unis, c'est qu'ils ont en France, on a une vraie proposition à gauche, qui n'est pas la proposition la plus radicale qui soit, mais avec la LFI, en fait, on a une proposition à gauche qui peut rattraper tout un morceau de cet électorat qui se déporterait vers le Front National, parce que la proposition alternative, ce serait le Parti Socialiste ou le macronisme. Et là, on a quelque chose pour les rattraper. On a la LFI, on a les coalitions à gauche qui sont menées par la LFI et qui peuvent rattraper en fait cet électorat. Mais cette proposition-là n'existe pas en fait aux États-Unis. En tout cas, elle est tellement minoritaire qu'elle ne peut pas atteindre l'oreille des gens. Et c'est ce qui est dommage en fait quelque part chez avec Bernie Sanders, c'est que Bernie Sanders, il me semble, c'est mon analyse, la candidate écolo là, a voulu jouer la sûreté avec le Parti démocrate, ne pas s'opposer en interne trop frontalement à ce qu'il se faisait et endorse, c'est-à-dire soutenir la candidature de Biden puis de Kamala Harris d'une manière très forte en fait dès le départ. Et aujourd'hui, il semble s'en mordre les doigts parce qu'effectivement, c'était une erreur, de l'interview dans le podcast du New York Times comment elle s'appelle déjà? Harrison en parlait.
Quelle figure? J'ai pas entendu, pardon. Harrison, tu parlais de ce que tu t'es interviewé elle s'est fait interviewer dans un podcast du New York Times. Ah, c'était Nancy Pelosi. Ah oui, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, exactement. Nancy Pelosi qui va... donc, Bernie Sanders, aujourd'hui, qui dit, voilà, les démocrates ont fait une mauvaise campagne, une campagne qui n'a pas parlé aux classes populaires. Et Nancy Pelosi qui se permet de dire aujourd'hui, je trouve que c'est une aberration de dire ça, on a parlé aux classes populaires, etc. Et qui est enfermé, en fait, dans ce logiciel démocrate, qui est un logiciel centriste et qui ne parle à personne. En fait, le résultat de ça, et c'est pas pour enlever une quelconque capacité à mobiliser à Trump, mais ce qu'on voit au niveau du résultat, c'est que les démocrates, en fait, ont du mal à faire venir les électeurs vers eux, ont du mal à faire se déplacer des électeurs en pleine semaine, donc des électeurs des classes populaires, des classes laborieuses en pleine semaine, pendant un jour qui n'est pas férié aux États-Unis, pour faire la queue pendant des heures, souvent, pour aller voter. Parce qu'il n'y a pas de proposition en fait pour eux dans cette campagne tout simplement. Harrison le mentionnait plus tôt, il n'y avait pas de proposition phare, il n'y avait pas de... C'est-à-dire qu'Obama en 2008, on a la proposition de Obamacare qui va être en fait la sécurité sociale pour tous. Il n'y a pas cette proposition-là aujourd'hui et il n'y a pas non plus la peur qu'a invoqué Trump en 2020. Où on était à la fin de son mandat, où il s'était passé tellement de choses, le Covid, le mouvement George Floyd, etc., qui a poussé les gens à aller aux urnes. Mais le programme de Biden n'était pas non plus un programme très intéressant pour les classes populaires. Il aurait été très simple pour le Parti démocrate, même si il n'avait pas appliqué ces mesures par la suite, de faire campagne sur 3 propositions fortes. La sanctification du droit, la constitutionnalisation, du droit à l'avortement dans la Constitution américaine, une augmentation du salaire minimum au niveau fédéral pour l'amener à $15. C'est des propositions qui sont très populaires et d'ailleurs qui ont été votées dans certains États à l'échelle d'un État seulement, donc d'une région si on veut faire l'équivalent en France. Et aussi le renforcement des syndicats, qui était une demi-promesse de l'administration Biden, qui a eu l'occasion d'un moment donné de passer un acte, un bill là-dessus, une loi qui renforcerait les syndicats. Et ça n'a pas été le cas. Et du coup, le Parti démocrate, plutôt que d'avoir été écrasé par Trump, en fait, a juste perdu sa base et s'est juste perdu dans une campagne qui n'a parlé à personne, sinon eux-mêmes. C'est intéressant ce que tu dis, Ibrahim. Moi, un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est dans les campagnes publicitaires, vous savez, de Trump et de Harris. Dans celle de Kamala Harris, on retrouvait plus le nom de Trump que le nom de Kamala Harris elle-même, pour dire qu'elle faisait plus une campagne anti-Trump qu'une campagne finalement pour elle, pour défendre ses idées, etc. Et justement, le choix de l'avortement, au final, ça dit tout. C'est-à-dire que c'est pour s'opposer à l'attaque de Trump contre l'avortement, avec l'annulation qu'il y avait eu là sur l'arrêt qui établit la constitutionnalisation du droit à l'avortement. En fait, elle s'oppose à ça. Elle dit, Trump attaque les droits des femmes, je vais défendre les droits des femmes. Mais au final, on voit bien que ça ne fonctionne même pas, puisque même avec les femmes blanches, on voit bien qu'en majorité, les femmes blanches ont plutôt voté Trump à ces élections-là. Qu'est-ce que vous aurez à dire sur ça ? C'est pas vraiment une question. C'est aussi, en fait, là-dessus, pour rebondir très rapidement, juste sur cette question-là de l'avortement, en fait, c'est que l'administration Biden était aux manettes au moment où Roe versus Wade a été détruit par la Cour suprême et aurait pu utiliser des moyens plus ou moins respectueux des processus démocratiques états-uniens, mais Trump pour bloquer ça. Pour protéger ce droit à l'avortement. Il ne l'a pas fait. Donc on se retrouve dans une situation où en Floride, par exemple, on a 60% de l'électorat, presque 60% de l'électorat, parce qu'il fallait 60% de l'électorat pour entériner cette loi, qui a voté pour l'introduction du droit à l'avortement dans le droit pour le droit des personnes en Floride. Mais ça ne se retranscrit pas en vote pour Kamala Harris dans les urnes, parce qu'elle ne fait pas une campagne en fait qui dit on va sanctifier le droit à l'avortement dans la Constitution. Et en plus, elle supporte toutes les décisions d'une administration qui n'a fait que peu de choses pour le protéger au final. Donc c'est une incapacité, même sur ces thèmes-là, en fait, à avoir une position fermement à gauche qui fait défaut au Parti démocrate. Moi, je dirais qu'il y a un dilemme qui devrait vraiment être au cœur du débat politique à gauche et dans le Parti démocrate, tout ce que tu veux en ce moment.
Et force d'avoir un peu se poser en garant des institutions, parce que ça, c'était la ligne du Parti démocrate depuis bien sûr 2020 et peut-être 2016 surtout. D'avoir fait ça pose problème parce qu'en vrai, le Parti démocrate a besoin en vrai de porter la gauche ou les progressistes, ils ont besoin en vrai de porter une critique des institutions américaines parce qu'en fait, ces institutions et le fonctionnement du système politique américain, c'est ça qui a empêché les mesures qui auraient pu permettre au Parti démocrate de un peu changer le cadre et changer la donne politique. C'est un Sénat qui est devenu le véritable cimetière des progrès sociaux du fait des systèmes de vote qui fait en sorte qu'ils font une super majorité pour faire approuver les projets de loi. Et bon, on a vu ce qu'on a vu entre 2021 et les midterms de 2022 quand Biden a perdu la majorité, c'est qu'il a refusé, et l'élite du Parti démocrate a vraiment refusé de mettre en cause c'est le fonctionnement de ces institutions. Donc là, je parle de ce qui s'appelle le filibuster, qui est un dispositif qui n'est même pas dans la Constitution, mais ça fait partie un peu de la tradition du fonctionnement du Sénat, qui a donc la deuxième chambre, qui exige 60 votes pour clôturer le débat sur un projet de loi, alors qu'il faut la majorité simple, à savoir 51 votes, pour approuver un projet de loi. Donc ça donne un énorme pouvoir à la minorité politique. Et le même va pour aussi la Cour suprême. La Cour suprême qui est et qui sera dans la main des conservateurs pendant la génération à venir, qui a déjà, on parle de l'avortement, qui a vidé cette droit qui a été acquis au cours des années 70 au niveau fédéral, qui a porté des atteintes dans les décennies précédentes déjà, mais qui a annulé ce droit en 2022. Qu'est-ce qui est en fait la stratégie du Parti démocrate quand il est face à un ordre politique et un système constitutionnel qui est vraiment acquis au conservatisme et qui empêche énormément de progrès que souhaite la base démocrate et les progressistes. Et ça, c'est force d'avoir, c'est posé en garant des institutions. Le Parti démocrate, il défend quelque chose qui les mine. Et bon, évidemment, ça fait un peu partie du conservatisme du Parti démocrate dans son essence. Mais à gauche, le débat le plus important, je pense, à mes yeux, dans le Parti démocrate, c'était acté dès mi-2021, quand Biden a fait deux choses. Il a dit non, on ne va pas mettre en cause le fonctionnement du Sénat. Donc, ça, là, il cède le combat entièrement au centre du Parti démocrate. Et il a annoncé une étude sur la question de l'élargissement du Cour suprême. Donc, il faut dire que ce n'est pas écrit dans la Constitution américaine qu'il y a 9 juges sur la Cour suprême. On parle d'un mœurs institutionnel. Mais un jour ou un autre, si on a une majorité conservatrice, réactionnaire, très antisyndicaliste, très anti-droit civique, qui a vidé le droit fédéral pour la protection du vote des minorités depuis une dizaine d'années, qui a vraiment affaibli ces institutions des années 60. Qu'est-ce qu'on va faire face à cette institution qui est acquise aux causes conservateurs ? Trump, il a 7 juges, je crois, maintenant, non ? Il y a 6 juges conservatrices. Oui, c'est énorme. Alors, justement, sur 9. Ouais. Alors, la question que je pose, c'est on a donc un Trump qui est quasiment roi du monde. En fait, quand on regarde les choses, oui. je repense au tweet de Mélenchon qui disait, et que je partage d'ailleurs en grande partie, qui disait en fait, si Trump avait gagné, en fait, il y aurait une telle dissension aux États-Unis, ça créerait un tel marasme intérieur, etc., que ça permettrait, par conséquent, peut-être que ça ferait que les États-Unis desserreraient leur mâchoire sur le reste du monde. Et effectivement, j'étais pas loin de penser cela, évidemment sans souhaiter la victoire de Trump, mais je me disais comment si c'était les démocrates, alors si c'était au contraire les démocrates qui avaient obtenu, qui avaient gagné de ce point de vue, ça aurait créé un tel souci parce que Trump évidemment n'aurait jamais accepté sa défaite. Et que cela, finalement, aurait peut-être fait que les États-Unis se seraient moins accrochés sur le reste du monde. Enfin, se serait tourné davantage vers leurs problèmes internes parce que ça aurait créé, pas une pleine guerre civile, mais enfin de grands troubles. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on a un Trump qui est roi du monde, qui domine absolument à l'intérieur. Et alors, on ne va pas faire de politique fiction, mais qu'est-ce qu'il compte faire ? Et d'abord, pour la question de la guerre. Sur la question de la guerre à l'Est, la guerre à l'Est, c'est un terme qu'on avait en 1939, mais c'est un peu ça. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on peut faire quelques suppositions par rapport à cela ? Et puis par rapport aussi à l'Europe.
Je crois que Trump voudrait plus ou moins se désengager, sans avoir une position complètement isolationniste. Enfin, on a le retour de positions historiques Sa position, c'est isolationnistes. de tendre vers l'isolationnisme. De toute façon, il a dit avec moi, on mettra fin à la guerre. Avec moi, la guerre d'Ukraine se termine en 24 heures. Bon, pour la Palestine, c'est pas la même chose, je pense. Pour la Palestine, il est beaucoup plus soutien à Israël. Ça rentre dans le cadre de la forme d'isolationnisme américain, ça, en l'occurrence. Ah, on super. pourrait presque dire ça comme ça. Alors, un peu ironiquement. Non, mais sur le caractère, la dimension institutionnelle de la chose et Trump maintenant président, bon, il y a quand même une trajectoire. Il y a la question des institutions, dans cette institution, il y a la présidence, il y a une trajectoire sur les 20-30 dernières années, en fait, qu'on pourrait faire remonter peut-être presque à la guerre de Corée, de renforcement des prérogatives présidentielles aux États-Unis. Et c'est vrai qu'à l'issue d'un deuxième mandat de Trump, là, suite à un renforcement des privilèges, des prérogatives présidentielles, notamment avec le Patriot Act, enfin, il y a eu une série de moments seuils quand même, hein. D'où d'ailleurs l'ironie terrible de voir Dick Cheney, qui est vraiment le prince des ténèbres de ce moment-là. C'était comme ça qu'il avait été nommé, le prince des ténèbres, hein, à l'époque de 2003, la guerre contre l'invasion de l'Irak. Tout à fait. Donc là, dès lors que ces privilèges, prérogatives, cette capacité de pouvoir arbitraire sur toute une série de sujets sont allés en se renforçant sur une période longue et qu'on n'a pas quelqu'un là qui... Et en fait, personne ne le remet en cause, comme personne ne remet en cause la consolidation du pouvoir oligarchique aux États-Unis. Donc le cumul de ces formes politiques-là, institutionnelles d'une part, et d'un pouvoir social absolument démesuré, on ne peut pas faire des hypothèses trop catastrophistes, mais enfin, il y a quand même des ingrédients pour que les choses se passent encore moins bien que ce qu'on pouvait imaginer. Et la Chine, j'oubliais la Chine, excusez-moi. Et dans une Amérique qui est aujourd'hui, tout le monde le dit, mais ça paraît crédible, enfin, ça paraît... oui, on le croit facilement, où les tensions entre les électorats, sont très, très, très fortes. On est dans un climat de violence verbale au moins et d'hystérisation du débat. Alors on voit ça ailleurs, hein, mais disons que ça a pris un tour particulier dans cette campagne. Pour ce qui est vous disiez tout à l'heure, les spots de Harris qui ciblent Trump. Bon, alors le truc, c'était la campagne, c'est Trump est un danger et donc nous, on veut sauver la démocratie. Alors ce qui est bête, c'est que lui donc proposait la même chose et que les spots ont beaucoup porté là-dessus. Dans le même temps, il semble qu'il n'y ait pas eu une campagne démocrate à la base, c'est-à-dire c'est une campagne qui est beaucoup, beaucoup passée par la communication publicitaire. Mais la capacité à mobiliser, à chercher à mobiliser des bases électorales populaires, etc., ça, il semble que ce soit quand même très, très en panne. Avec certainement le pari que des campagnes de communication extrêmement actives, etc., feront le nécessaire. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que le positionnement sur la Palestine, Gaza et vis-à-vis des étudiants est en soi électoralement quantitativement et modifier les choses, mais c'est quand même un signal extrêmement fort sur la manière dont la direction démocrate était prête à traiter des bases électorales précisément, avec un mépris absolument souverain. Quant à la convention, vers le 20 août, il y a eu la convention démocrate et que les uncommitted, c'est-à-dire cet ensemble de gens qui ont dit au moment de ces primaires qui n'étaient pas vraiment des primaires, on va se prononcer en faveur des démocrates et de la candidate Harris que dès lors que on se positionnera sur le cessez-le-feu permanent, l'arrêt des livraisons d'armes. Et au moment de la convention, il y avait un élément supplémentaire, c'est qu'il y ait une voix palestinienne à la convention. Et que les uncommitted, ces gens qui ne s'engageaient pas tant que ces positions n'étaient pas adoptées, avaient une trentaine de délégués. Alors, en trentaine, ils sont beaucoup, mais enfin, ils étaient constitués au sein du Parti démocrate avec leurs délégués, etc., devaient donner la parole à une porte-parole d'origine palestinienne, Roa Roman, et au bout du compte, on devait, des parents d'un captif
juifs américains à Gaza ont pu intervenir, mais on n'a pas, jusqu'à la dernière minute, on a laissé attendre un comité et on leur a dit à la dernière minute, non, vous ne prendrez pas la parole. Et donc, Rouhar Roman a lu son texte devant la convention, devant l'entrée de l'édifice. Et c'est un texte extrêmement consensuel. Sur le sujet, ils auraient pu y aller. Les raisons électorales. Et simplement, il y avait un truc qui consistait à dire voilà, on est un parti uni, c'est la guerre en Palestine, c'est terrible. Il y a un électorat arabe américain, et pas seulement, mais enfin en partie qui est très sensible à la question. Et donc même ça n'a pas été accepté. Et sur les étudiants, les mouvements étudiants dans les universités américaines, la réponse a été de la même manière extrêmement... alors à un moment, elle a dit oui, je comprends la douleur, mais ça a été vraiment une concession rhétorique absolument minimale. Alors ça, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça modifie quantitativement le vote, mais c'est quand même pour nous, quand on regarde l'issue de cette affaire, un symptôme extrêmement fort du peu de considération, pour le dire encore gentiment, du mépris complet vis-à-vis de ce qui constitue des bases électorales, à un moment où il y a des mobilisations importantes, où il y a des gens qui se politisent sur cette question-là, où il y a donc là, voilà, il y a quand même un profil du Parti démocrate, et notamment dans cette campagne. Alors après, on peut remonter dans le temps et voir comment la représentation démocrate, les gens qui sont candidates et candidats au Congrès, etc., le lien qu'ils ont avec les milieux populaires. Et sociologiquement, ce décrochage-là est quand même très très net aussi. Il y a un très bon article de Jacobin ces derniers jours qui fait le tableau de ça. Mais enfin voilà, c'était pour faire ces remarques-là. Je pense en effet ça comptait sur un main le nombre de minutes aux conventions démocrates qui s'est tiré sur plusieurs journées. Les nombres de minutes où ils auraient parlé du conflit israélo-palestinien. Donc c'était vraiment très marginalisé aux conventions. Et bon, tout ce qui sortait d'elle en condamnation de la conduite de la guerre par Netanyahou, c'était toujours collé avec une référence au droit à l'Israël de se défendre. Donc c'était complètement la fin de non-recevoir vis-à-vis de cette révolte étudiante et des mouvements sociaux de cette année dernière. Moi, je dirais juste peut-être pour rebondir sur ce que dirait Thierry, et là, je reviens au discours de Trump et sa campagne et sa stratégie électorale, ce qui était plutôt efficace sur la politique internationale, sur quelques points, surtout dans le sens où lui, il taxait et critiquait l'administration Biden et Harris. Et je pense que c'est là où ils ont surtout souffert sur le dossier international d'avoir été des va-t-en-guerre partout dans le monde. Et bon, même si on peut lui reprocher de l'hypocrisie, mais et s'il y a beaucoup de continuité entre Biden et l'administration Trump de 2017 à 2021 sur le politique international, mais Trump a assez facilement pu dire que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit dans le Moyen-Orient, regarde ce qui s'est passé sous la tutelle de Biden, c'est l'explosion des conflits. Et bon, on peut avoir d'énormes doutes sur si Trump n'aurait évidemment pas fait autre chose, j'imagine. Bon, il aurait été encore plus radicalisé les ripostes israéliennes depuis octobre 2023. Mais ça, c'est une ligne où Trump, il a très, très facilement pu dire, il a très facilement pu taxer Biden et Harris d'avoir été des bâtons-guerre. Et je pense que c'est ça, surtout, qui parle beaucoup plus largement aux populations que malheureusement le sort du peuple palestinien et libanais. C'est Biden, Harris, bâton-guerre. Je pense que malheureusement c'est comme ça que pense l'électorat américain sur les questions internationales. Ibrahim, tu veux intervenir ? Ouais, pour compléter, c'est intéressant ce qui a été dit sur l'absence totale de volonté du Parti démocrate de ne faire ne serait-ce qu'un pas vers cet électorat. Sachant que le mouvement, il y a une enquête qui est sortie de Middle East Eye il n'y a pas très longtemps qui a montré que le mouvement non-committed, en tout cas l'organisation non-committed, a reçu des financements d'une organisation et qu'en signant cet accord de financement, elle s'engageait de ne pas soutenir un autre candidat que Kamala Harris. Donc ça montre que ce n'est pas une organisation extrêmement radicale, le non-committed movement, qu'ils étaient prêts en fait à mettre leur vote derrière Kamala Harris pour peu qu'il n'y ait juste quelques signes de changement vis-à-vis de ce qu'a fait Biden. Et pour moi, c'est très intéressant si on met ça en relation avec le fait aussi que
Biden, au moment où Kamala a été pressentie, ou je crois déjà annoncée comme étant la candidate qui avait été choisie, avait dit, Biden avait dit, moi j'entends tout à fait qu'il va y avoir des critiques sur mon mandat qui vont venir de Kamala, et c'est tout à fait normal. Et malgré ça, malgré le peu de choses qui étaient attendues, j'ai parlé aussi à beaucoup de gens sur le terrain, dans les manifs pro-palestiniennes, sur les campus pendant le mouvement des encampments, des campements étudiants, etc., qui étaient fatigués en fait et qui voulaient juste, qui voyaient en fait la possibilité de Biden, du remplacement de Biden comme une porte de sortie. On va voter pour un candidat, il n'y a pas de problème, donnez-nous quelqu'un d'autre que Biden. On votera pour ce candidat à partir du moment où il y a un petit effort qui est fait envers notre camp politique. Et même ce petit effort n'a pas été fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de déclaration. Un temps soit peu, pas pro-palestinienne, mais même pour le peuple palestinien qui a été fait. Kamala aurait pu formuler ça n'importe comment. Elle aurait pu dire on va repenser la manière dont on fournit des armes à l'entité sioniste. L'État d'Israël, elle aurait dit elle. Mais même ça n'a pas été fait. Et du coup, il y a eu vraiment une ignorance de ce bloc-là de la part du Parti démocrate. Et sans faire de politique fiction, je l'ai déjà dit ailleurs, je pense qu'il faut être réaliste vis-à-vis de Trump. Oui, la situation peut être pire. C'est-à-dire que la situation au Moyen-Orient, dans le monde, peut être pire qu'elle ne l'est actuellement. C'est difficile d'imaginer un pire qu'une situation de génocide, que la destruction totale de la bande de Gaza qu'on voit maintenant. Mais moi, je pense qu'effectivement, ça peut être pire. C'est pas un appel à voter pour Kamala ou pour dire qu'il aurait fallu voter pour Kamala. Mais je pense que sous Trump, ça peut être pire. L'extrême droite israélienne se réjouit de la victoire de Trump, qui lui donnera sans doute encore plus d'espace pour continuer son entreprise génocidaire et aussi l'étendre à d'autres parties de la Palestine occupée et aussi étendre ce conflit à d'autres nations, à l'Iran, au Liban, etc. Donc je pense effectivement que les choses peuvent empirer et qu'il ne faut pas sous-estimer ça. Il ne faut pas penser que ça va être entre guillemets business as usual. La continuité avec Trump, ça, qui a été fait sous Biden, les choses peuvent s'accélérer en fait. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Vous voulez rebondir sur ce qui a été dit ? Oui, dans la continuité de ce qu'on est en train de dire. Alors, il y a eu un moment où Kamala Harris a donné un petit signal, c'est quand elle a fini par dire que la manière dont Israël fait cette guerre compte. Elle dit ça. Oui, elle est très loin, elle a pris des risques. Parce qu'on lui a vraiment demandé de le dire. Voilà, c'est ça. Mais très rapidement, cette concession semblait ouvrir, alors dans le contexte américain, que des dirigeants de ce niveau-là disent ce genre de choses, on se dit que déjà c'est un signe, une lueur. Très rapidement, cette lueur s'est éteinte et il y a... en gros, de l'ordre de presque 30 milliards de dollars. Dans l'histoire des dons, du soutien militaire des États-Unis à Israël depuis 1959, c'est en 1959 qu'on continuait qu'on commençait l'aide militaire directe. C'est par de loin l'année la plus haute. Alors sur l'ensemble de la période, c'est, je sais plus, quelque chose comme 256 milliards de dollars ajustés à l'inflation, mais cette année-là, c'est une estimation à 17 milliards 900 millions de recensés, parce qu'il y a ce qui est plus difficile à recenser, et notamment quand le coût, l'armement est inférieur à une certaine somme, je crois que c'est 100 millions de dollars ou quelque chose comme ça, ou en pièces détachées, en petit matériel pour tuer beaucoup de gens, mais qui coûte moins cher. Alors ça n'entre pas, ou c'est pas tout immédiatement visible dans la comptabilité. Donc il y a eu un moment où elle a dit ça. Il faut quand même rappeler que sur la question d'Israël, Kamala Harris, historiquement, n'a pas été tout à fait dans le consensus moyen. On pourrait dire Waltz, c'était un peu dans le consensus sioniste, avec un petit peu de modération vu le contexte nord-américain et la force de l'AIPAC aux États-Unis, du lobby pro-israélien le plus puissant, et qui arrose de fric une grande partie. Quand Ilhan Omar a dit « It's the Benjamins », quand elle a dit « c'est le fric », c'est absolument vrai, voilà, c'est pas compliqué. Mais sur la question Israël, Kamala Harris a eu des positions vraiment sur la droite sur la question. Elle s'est positionnée clairement sur des positions sionistes les plus dures. Comment on peut l'expliquer ça alors sur sa trajectoire uniquement au plan électoral, on l'a vu, parce que finalement, moi je pars du principe qu'elle
dans ce genre de situation, elle gagne pas du côté des sionistes, elle va pas gagner davantage de toute façon qu'il n'est déjà. Et puis elle se coupe complètement de classes populaires ou de classes qui pourraient être réceptives ou qui pourraient être indignées, et au sein même des blancs, au sein des juifs, au sein des américains. Donc on voit bien qu'elle s'aliène toute une partie d'électorat qui aurait pu... Surtout à un moment où il semble que quand même depuis quelques années, alors moi pour moi la date un peu seuil, c'est la guerre de 2014 avec des d'accélération depuis, mais où la question Israël-Palestine n'est plus une question transpartisane, ou l'est beaucoup moins, ou en tout cas pour toute une génération de gens plus jeunes, ça n'est plus le consensus transpartisan sur la question-là, et que ça, il doit y avoir moyen de s'en apercevoir quand on fait une campagne électorale nationale, et que on peut au moins avoir l'air de se positionner un peu là-dessus de manière un peu, politiquement un peu construite, c'est-à-dire pas juste inscrire dans le consensus. Mais elle-même, de ce point de vue-là, ce que je veux dire, c'est par exemple, elle avait déploré que Obama s'abstienne sur un vote de l'Assemblée générale de l'ONU, je crois, ou du Conseil de sécurité, j'ai peur de dire une bêtise, mais enfin à l'ONU, bon, donc pardon pour l'imprécision là-dessus, mais un vote qui dénonçait la poursuite de la politique de colonisation d'Israël, etc. Et Obama s'était abstenu là-dessus, et qu'elle l'avait déploré, et quand elle a été élue sénatrice, son premier discours, elle est allée le faire à l'EPAC, elle n'est pas allée le faire à J Street, qui est une organisation plus modérée. Beaucoup plus Et son appel avec Netanyahou, ils se sont flattés tous les deux de je ne sais plus quoi. Enfin, voilà, elle est quand même sur des positions qui sont très dures. C'est impressionnant, ça. Pourquoi est-ce qu'on a une idée de... Alors, j'ai pas regardé. Pour ce qui est Biden, il y a un truc générationnel. Généralement, c'est électoral. Et oui, parce que pour Biden, on pourrait dire c'est générationnel. Mais... C'est générationnel, c'est aussi le premier destinataire des sous qu'arrose l'EPAC sur les élus américains. Quand même, il y avait aussi un énorme investissement de l'EPAC notamment et d'autres organisations qui soutiennent l'Israël aux États-Unis au moment des élections du mi-mandat en 2022. Ça... il y a un excellent livre d'un journaliste de The Intercept, qui est un média d'enquête aux États-Unis, qui s'appelle Ryan Grim, et il retrace un peu l'itinéraire de cette aile gauche du Parti démocrate sous Alexandria Ocasio-Cortez, ce qu'on appelait le Squad. Et pour lui, le récit, mais vraiment la tentative d'un peu gauchiser le Parti démocrate, pour lui a commencé à vraiment s'effriter en 2022 aux élections du mi-mandat, quand il y avait vraiment un investissement très énorme. On en a parlé la semaine dernière, je pense. Mais c'est assez, c'est remarquable, parce que juste pour revenir au moment d'Obama, évidemment, il ne faut pas chanter les louanges de lui, mais que ce soit l'ouverture à l'Iran, ça, une énorme ouverture, et tentative de changer les bases et les paramètres du situation et du positionnement américain, qui a été opposé farouchement par Netanyahou au Congrès américain, et ensuite par Trump, qui a retiré les États-Unis de l'accord. Et ça, il y a un rétrécissement du discours sur le Moyen-Orient à cet égard. Je pense que ça fait un peu partie... Est-ce que je me demande si ça fait un peu partie juste du désir de désengagement du Moyen-Orient un peu stratégique, ce qui consiste à dire, arrivons d'une manière ou d'une autre à un accord entre l'Israël et les pays du Golfe. Ça c'est la priorité stratégique, et il paraît que ça c'est un peu la façon maintenant que l'administration Biden et Trump regardent toute la questionnement du positionnement américain à cet égard. Et ça fait évidemment céder beaucoup d'autres questions et priorités. On arrive à la fin de l'émission, je suis vraiment désolée, l'heure tourne et il y a l'autre émission qui attend. Je vous laisse peut-être ajouter une dernière chose, si vous voulez peut-être aborder un dernier point ou préciser quelque chose avant qu'on termine. Thierry ? Pour dire un mot, c'est que j'espère que ce que j'ai vu sur le backlash du milieu démocrate blanc contre les électeurs américains, arabes, latinos, etc., c'est de votre faute, on a perdu, et qu'apparemment il y a... Alors j'ai pas encore lu, pas mal. Le Middle East Eye, qui est un site fiable, parmi ceux que je consulte régulièrement, fait un truc là-dessus. Alors reste à voir la proportion de la chose, mais s'ils en parlent, c'est que c'était quand même un... voilà, donc là il y a un défoulement. Il y aurait une défaite à cause des Arabes, c'est ça ? Oui, et que Netanyahou
Netanyahu peut transformer Gaza en parking, on n'en a plus rien à foutre et vous pouvez tous crever, enfin avec un langage et d'une agressivité extrême. Donc il faut voir le tour que ces choses... de la part de qui, Thierry? Du milieu, d'une part de l'électorat démocrate sur les réseaux sociaux, alors qui s'en prennent à ces gens qui, exigeant une autre position sur Gaza, la Palestine, le Moyen-Orient, n'auraient pas soutenu, n'auraient pas voté, auraient fait perdre le Michigan notamment, etc. Bon. Donc il y a quand même cette involution là qui aussi en dit quelque chose sur ce milieu-là à l'égard des minorités, etc. Bon, dont il est censé être électoralement acquis. Voilà. Ouais. Bon. Donc il y a ça. Et puis il y a ce qu'on a dit là plusieurs fois en passant, il y a la question de la guerre. Je veux dire que là, les budgets militaires américains sont au plus élevé de leur histoire. En 2024, je crois que c'était 886 milliards de dollars. Donc on en est et peut-être, alors je sais qu'il faut qu'on s'arrête, mais je pense que de ce point de vue-là, Trump pose une contradiction parce que Trump étant un climato-sceptique jusqu'à présent, il me semble, les dirigeants militaires américains, eux, sont convaincus du changement climatique et je sais que lors de son mandat précédent, parce que là pour le coup j'avais pris le temps de regarder, ils étaient quand même très embêtés parce qu'il y a beaucoup d'installations militaires dans le monde encore qui sont des installations porte-avions sur des petites îles dans le Pacifique, etc. et ailleurs, et que la montée des eaux, les événements climatiques extrêmes sont une menace directe pour le réseau militaire américain. Bon. Et que donc, il y a eu une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc., qui a été réelle, sans remettre en cause la production de gaz à effet de serre liée aux militaires, qui là, on ne touche pas à ça, d'ailleurs, on n'en parle pas, mais il y a une vraie conscience qu'il y a un danger pour, disons, la capacité américaine, la capacité d'intervention et la logistique américaine dans le monde, et qu'il peut y avoir dans les éléments de contradiction du deuxième mandat de Trump quelque chose autour de cette question militaire-là, tout en ayant un président facho, va-t-en guerre, etc. Harrison, peut-être? Oui, bon, c'est peut-être un cliché de dire qu'il y a une énorme crise de confiance, pour retirer un mot de je pense à Jimmy Carter qui l'a dit au fin des années 70 aux États-Unis. C'est presque un cliché de le dire. Je pense que ça va au-delà. On peut évidemment manier les chiffres pour dire oui, l'inflation a redescendu d'une façon conséquente depuis 2021, que Biden a été le président le plus pro-travailleur, pro-populaire depuis très longtemps. Mais en vrai, ce qui propulse, je pense, Trump et cette extrême droitisation, fascisation, tout ce que tu veux du champ politique américain, de la droite, je pense qu'il faut penser sur les échelles de 40 ans. Même si Biden a été le président le plus pro-ouvrier depuis longtemps, ça ne veut pas dire grand-chose. On réfléchir par l'histoire des partis démocrates depuis au moins sa réponse à la révolution réganienne. Et un truc auquel moi j'ai beaucoup pensé ces derniers jours, et peut-être ça va vous paraître un peu anecdotique ou anodin, mais l'été dernier, j'ai été avec des amis de Paris et on a fait une road trip aux États-Unis. Donc on a conduit de New York au nord-est jusqu'en Nouvelle-Orléans. Donc on a vraiment traversé le sud profond des États-Unis. Easy Rider. Oui. Et on a passé par plein de petits bourgs de peut-être 10 000 habitants, 20 000 habitants, voire plus petits, 5 000. Et il y a une chose auquel je pense depuis une semaine maintenant. Et dans toutes ces petites villes de Mississippi, par exemple, qui est l'État le plus pauvre du pays, farouchement républicain et pro-trumpiste, dans toutes ces petites villes, la commerce la plus importante dans chacune de ces villes, c'était des sortes d'énormes brocantes qui s'étiraient sur 4 commerces, 4 adresses sur la place principale. Et bon, il y a moi, si on habite à Paris, il y a des brocantes, et les petits bourgeois parisiens, on aime bien aller laisser brocantes. Il y a ces brocantes dans ces petits bleds de Mississippi n'ont rien à envier à ces brocantes 9e ou du 17e arrondissement de Paris en termes de collection d'une richesse d'une petite classe moyenne passée depuis 50 ans. Là, quand tu balades dans ces hangars, c'est des véritables hangars de richesse d'une classe moyenne en déclassement. Et tu vois l'histoire de centaines de familles de ces coins
qui sont juste maintenant entassés dans ces hangars. Je pense que ça montre à quel point ça vient bien au-delà des chiffres de l'inflation ou d'augmentation du SMIC ou du pouvoir d'achat réel. Oui. C'est inégalité, évidemment, mais c'est aussi, ça montre à quel point ça va juste d'une façon très profonde, et c'est peut-être même spirituel à quel point ce sentiment de déclassement doit être extrêmement profond. Donc vraiment, dans 5-6 des petits bourgs dans lesquels on a passé, la plus grande commerce, c'était cet énorme hangar de détritus du classe moyenne américaine. Et moi, je pense à ça chaque jour depuis. Ibrahim, un petit mot, parce qu'on doit finir, s'il te plaît. Ouais, très rapidement, pour moi, dans ce marasme, il y a peut-être deux raisons d'espérer et qu'il faut pondérer, bien sûr. La première, c'est que l'ère Trump, c'est aussi peut-être l'ère qui amorce l'effondrement de l'Empire américain à terme. Oui, les effondrements d'empire sont souvent violents, etc. Mais on ne peut pas, on peut pas continuer à exister, ou en tout cas avoir un monde qui est dominé par l'impérialisme américain et qui continue dans cette trajectoire. Maintenant, bon, les États-Unis ont montré qu'ils s'accommodaient très bien d'une figure comme Trump et que le système pouvait très bien continuer à fonctionner avec lui à sa tête. Beaucoup, en tout cas, l'économie américaine, le capitalisme américain ne se fait pas de souci de ce point de vue-là. On a vu que les chiffres, il me semble, des bourses américaines sont au beau fixe depuis que sa victoire a été annoncée. Puis l'autre chose, c'est, et là encore, j'ai peu d'espoir, mais j'espère que c'est quelque chose qui va arriver dans les prochains mois, qui est enfin en fait une scission au sein du Parti démocrate qui permette d'avoir une alternative aux États-Unis à ce parti. C'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps. C'est quelque chose apparemment qui a été pensé par Bernie Sanders en 2016 puis en 2020, mais à laquelle il a renoncé. Parce que je ne vois pas de porte de sortie au niveau national ou international de cette alternance constante entre démocrates et républicains qui sont au final des forces politiques très semblables et qui sont des forces politiques qui n'amèneront pas de mieux pour le peuple des États-Unis qui vit aux États-Unis et pour les peuples du monde entier. Donc c'est les deux choses que je peux voir comme petite lueur d'espoir dans cette situation, même si à mon avis, bon, on n'assistera ni à l'une ni à l'autre de ces choses, si ça fait sens. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette formidable émission que vous retrouverez sur YouTube dans les prochains jours. Et juste après, donc, on a la perme avec Sabrina donc, pour parler de plusieurs sujets d'actualité, notamment des événements à Amsterdam, notamment du procès de Nordin. Des sans-papiers aussi. Des sans-papiers avec Aboubacar qui sera là. Donc voilà, plein de sujets restés en ligne. Et vraiment, merci beaucoup à tous les trois pour cette formidable discussion. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.